Merci beaucoup de... Alors, bonsoir à tout le monde, à tous les intéressés par notre conférence de ce soir, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres Al-Mukhatabet. C'est la revue que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. C'est une revue qui a été lancée il y a une douzaine d'années, qui est une revue méditerranéenne, trilingue, qui essaye un petit peu de promouvoir la pensée scientifique dans tous les domaines, dans toutes les activités, on peut dire, culturelles, notamment la philosophie et d'autres spécialités, un petit peu avec un esprit en vérité interdisciplinaire ou multidisciplinaire, interculturel et aussi plurilinguistique. Donc on essaye dans cet esprit-là de développer, de créer, de construire un espace d'échange, de dialogue pour faire circuler un peu le savoir. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai invité ce soir notre collègue Paola Quinon pour nous parler de ce concept de computation. Et puis autour de la question, est-il un point fixe conceptuel? Bien sûr, les termes sont un peu techniques, mais je compte sur Paola ce soir pour vraiment nous faire des éclairages comment dirais-je, assez ouverts et assez non confinés dans un discours un peu spécialisé pour qu'on puisse ce soir bénéficier avec nos doctorants qui appartiennent à des divers départements de philo et même d'autres spécialités dans les filières universitaires, maghrébines ou arabes, pour pouvoir tirer profit et bénéficier des exposés de nos invités. Donc, je te laisse, Paola, la parole pendant 50 minutes ou 45 minutes, comme c'est toi qui vois. Et ensuite, on aura l'occasion de discuter avec toi, en donnant surtout la parole à la salle, autour de ta conférence ce soir. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous les auditeurs de ce soir. Et voilà, donc c'est à toi, Paola. Merci. Merci beaucoup, merci Hamdi de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et comme je le dis hors enregistrement, euh, je fais pas d'exposé en français. Ça fait vraiment longtemps que je parlais en français la dernière fois. Peut-être que c'était la défense de ma thèse. Non, j'ai enseigné D'accord. à Aix-en-Provence après, donc j'ai dû parler français là-bas aussi. Tout se passe en anglais et cet exposé, il était préparé donc en anglais pour euh, rencontre à Dagstuhl, qui est un centre de recherche en informatique en Allemagne. Euh, et cette rencontre, il a été organisée pour discuter qu'est-ce qu'est un algorithme. Et ben, j'ai été invitée là-bas pour parler de ma recherche sur le concept de computation. Cette recherche, elle a commencé déjà au moment de ma thèse, ou même de mon mémoire de maîtrise. Monsieur Longo, professeur Longo, était un de mes premiers professeurs dans ce domaine-là. Je continuais plus en philosophie qu'en mathématiques. Et surtout cet exposé, bah, à la demande de Hamdi, je le fais aussi que possible, aussi fortement que possible, accessible à tout le monde, pas forcément les gens euh, qui sont spécialisés dans le contexte formel. Donc, moi, je m'appelle Paola Quinon, et je suis actuellement euh, professeur, assistant professor euh, de recherche à l'École polytechnique de Varsovie. C'est-à-dire, je fais la recherche, mais je ne fais pas beaucoup d'enseignement. J'enseigne aux étudiants qui sont en thèse, mais pas forcément euh, aux étudiants de l'École polytechnique. Voilà. Donc, je fête, donc l'exposé, mes transparents sont traduits d'anglais. Pas tous les transparents ont été traduits parce que certains, je me suis dit que peut-être ça, c'est plus, ça va avoir plus de valeur de les garder en anglais, mais je vais faire mon mieux pour le traduire.
Euh, Mon plan de l'exposé est suivant. Je vais commencer par vous parler de qu'est-ce qu'est une ingénierie conceptuelle, donc conceptual engineering. Ça, c'est le sexy term qu'on utilise récemment. On voit de plus en plus de publications et des exposés et des colloques qui sont organisés autour de cette ingénierie conceptuelle. Et je me suis intéressée un peu, surtout que quand vous allez voir ici chez nous en Scandinavie, et puis je dis ici chez nous en Scandinavie parce que depuis plusieurs années j'habite à Lund, en Suède. Euh, Mon affiliation polonaise, c'est une affiliation de travail, mais je suis en Scandinavie et je travaille avec mes collègues de Suède et de Norvège et de Danemark, un petit peu moins avec des Finlandais, bien que, euh, depuis au moins d'une quinzaine d'années. Et donc, cette ingénierie conceptuelle, surtout appliquée aux termes formels, a été très bien reçue. Øystein Linebo, il a eu un financement pour un projet sur ingénierie conceptuelle. Matti Eklund, qui est maintenant professeur à Uppsala, en Suède, euh, il est l'auteur d'un papier qui introduit le concept de points fixes conceptuels pour de termes formels. Donc voilà, donc c'est un peu en sujet, un sujet qui est aussi très présent ici dans le Nord. Donc je vais commencer par faire une introduction. Je vais vous parler de cette ingénierie conceptuelle, euh, de son histoire, d'où vient l'expression, à quoi les gens s'intéressaient avant, enfin, ou à quoi les gens s'intéressent surtout, parce que le terme formel, et bon, je vais en parler aussi, ils sont pas forcément reconnus comme ce terme qu'on puisse ingénierer, qu'on puisse fabriquer, elles sont vues plutôt comme termes fixes tous ensemble. Voilà. En mathématiques, on va pas discuter qu'est-ce que veut dire 4. En mathématiques, on va pas discuter quels sont, je ne sais pas, euh, euh, qu'est-ce qu'est un ensemble. Et alors, bien sûr, c'est pas vrai parce qu'on discute qu'est-ce qu'est un ensemble. Et je vais en parler aussi. Mais une idée reçue est telle que les mathématiques, elles sont plutôt dans un monde platonicien et on ne cherche pas à changer le ah, the meaning, euh, de compréhension, de signification des termes mathématiques. Voilà. Je vais parler ingénierie conceptuelle, c'est une méthode. Euh, et puis c'est une méthode qui est un peu vendue. Ben, j'ai fait ça parce que c'est très populaire, c'est très en vogue de parler d'ingénierie conceptuelle. Mais c'est pas quelque chose de très nouveau. Quand vous allez voir texture ouverte, donc open texture. Ça, c'est les années 60. C'est Weissman. Après Stuart Shapiro, il en a pris il a continué le travail en open texture. Euh, Explication carnapienne, bah, ça vient avant les années 50. Dans les années 50, Carnap, il a déjà sa méthode d'explication très bien établie. Et plusieurs chercheurs en ingénierie conceptuelle, ils vont se référer à ces méthodes pour dire, voilà, cette ingénierie conceptuelle, c'est là où elle trouve ses sources. Le concept de point fixe conceptuel, bah, c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau, surtout appliqué aux termes formels. Et finalement, euh, personne n'a parlé de concept de computation
Mais moi, bon, ça c'est mon idée. La computation est un point fixe conceptuel. Et je vais vous donner quatre exemples ou quatre raisons pour lesquelles, enfin, qui justifient, ou quatre justifications pour justifier que computation, effectivement, dans ce contexte-là, dans le contexte d'ingénierie conceptuelle, est un point fixe conceptuel. Donc, je veux vous donner aussi une définition de qu'est-ce qu'est un point fixe conceptuel. C'est pas un point fixe que les mathématiciens le comprennent. Voilà, donc ça je vais en parler pour que ça soit clair. Voilà. Donc, qu'est-ce que une ingénierie conceptuelle? J'ai pris une définition qui vient de Capellen, donc un des premiers livres publiés sur ingénierie conceptuelle en 218. Ingénierie conceptuelle est une méthode utilisée pour adapter un concept intuitif donné afin qu'il sert un contexte scientifique, philosophique ou social particulier. Elle n'est pas, comme je vous ai dit, utilisée dans le contexte formel de manière très étendue. Par contre, dans le contexte politique, dans le contexte de philosophie féministe, de philosophie sociale. C'est probablement là où on le trouve, et en éthique aussi. Mais bon, j'ai un exemple dans le contexte politique. Je ne sais pas, est-ce que vous suivez ces discussions, mais il y en a beaucoup, où on discute le concept de genre et où il y a une demande de remplacer la compréhension actuelle du concept des femmes par la compréhension améliorée. Et ils vont parler, enfin les philosophes, ils vont parler de leur projet amélioratif, de philosophie améliorative, où on va trouver une autre compréhension dans certains termes ou dans certains concepts voilà, bon, ce concept de femme, ça vient de Raslanger. Elle écrit que si une femme est une femme, si elle seulement si elle est systématiquement subordonnée dans une certaine dimension, et est marquée comme cible de ce traitement par de caractéristiques corporelles observées ou imaginées, présumée être la preuve du lore biologique d'une femme dans la reproduction. Et donc, il y a tout un grand mouvement, et vraiment énormément de discussions où on veut essayer de changer ce compréhension du terme ou de concept femme par un concept culturel, par un rôle qui a été créé. Donc là, je vais lire en anglais parce que j'ai peur un peu de traduire en français des philosophes bien reconnus. Donc c'est une raison de laisser de traduction, enfin le texte non traduit. By appropriating the everyday terminology of race and gender, the analysis I've offered invite us to acknowledge the force of oppressive system in framing our personal and political identities. Each of us has some investment in our race and gender. I'm a white woman. On my account, this claim locates me within a social system that in some respects privilege no, I don't see what she says. Yeah. And in some respects subordinates me. Because gender racial inequality are not simply a matter of public policy, but implicate each of us at the heart of our self-understanding. The terminological shift calls us to reconsider who we think we are. Donc, comme vous pouvez voir, ce projet d'ingénierie conceptuelle, il a quelque chose d'additionnel, il a une certaine vocation qui permet d'améliorer le système, qui permet d'améliorer notre manière de parler du monde, qui nous permet d'être enfin, de traiter par exemple, les êtres humains de manière plus égaliste. Le proponent d'ingénierie conceptuelle, ils ont aussi une espèce de projet qui va en dehors
projet de philosophie du langage. Et cette ingénierie conceptuelle, elle y est utilisée énormément. Je me souviens que dans le... voilà comment je bouge. Voilà. Hum, je me souviens que quand Øystein Lindeboe, il a eu son financement vraiment très important à Oslo pour développer la ingénierie conceptuelle sur le terme formel. Et à l'époque, il s'intéressait beaucoup au terme d'infinité. Avec Stuart Shapiro, ils ont écrit plusieurs papiers sur ce sujet-là. Ses collègues à Oslo, il y avait une partie de gens qui travaillaient sur les problèmes sociaux, donc exemple qui a été donné plus haut, mais il y avait aussi tout un groupe qui a travaillé sur le terme militaire. Donc, ils ont travaillé sur le terme qui sont utilisés dans le contexte militaire, dans l'armée norvégienne. C'est juste pour vous dire que cette ingénierie comme conceptuelle, et j'arrête de faire la pub, c'est vraiment pas mon intention. Elle est vraiment utilisée dans les contextes très divers et je pense que c'est pour ça que j'aime bien cette initiative parce que ça nous permet de trouver de manières de voir ou de parler du monde qui sont le nôtre et qui nous permet d'exprimer des choses qui sont les plus adéquates dans un contexte donné. Voilà. Hum, Donc, je mentionnais Matti Eklund, qui aussi, lui, il a écrit plusieurs papiers et là récemment un livre sur l'ingénierie conceptuelle. Lui, il est professeur à Uppsala. Euh, voilà. Mais moi, je vais d'abord vous parler un peu. Alors, je suis. Voilà. Donc, en fait, j'ai déjà dit ça. Donc, je vous ai déjà dit ça. Et donc, si vous voulez de noms, donc ce qui m'intéresse ici, c'est donc la philosophie formelle. Donc, Eklund ou Sharp, ils ont développé une ingénierie conceptuelle dans le domaine formel. Et en mathématiques, le plus important sont probablement Øystein Lindeboe et Stuart Shapiro, qui ont écrit sur le concept de l'infini. Donc, c'est une attitude méthodologique. Je vous ai dit, elle est pas nouvelle. Donc, je fais déjà ces commentaires quand je introduis mon outline, mon plan de l'exposé. Et elle était déjà utilisée en philosophie de nombreuses manières, implicites, explicites, dans le cadre de projets normatifs ou révisionnistes. Voilà, donc on n'a pas besoin de dire, ben voilà, ça c'est ingénierie conceptuelle, contrairement à, par exemple, la méthode carnapienne d'explication, et je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc vous allez voir que la méthode carnapienne, elle est très cadrée. Ben, on sait qu'est-ce que on va savoir quelle expression est une explication et on va pouvoir faire la distinction entre ce qu'est une explication et ce qui n'est pas une explication. Dans l'ingénierie conceptuelle, on a l'impression, moi j'ai l'impression, et beaucoup sont d'accord, il n'y a pas de règles très explicites à suivre. Donc, il y a plusieurs commentateurs qui vont dire que les projets normatifs ou révisionnistes euh, sont de projets d'ingénierie conceptuelle. Donc, moi, je vais parler de la méthode carnapienne d'explication. Je vais aussi parler de open texture, donc texture ouverte. J'espère que c'est la traduction correcte de Weissman. Dans mon projet, parce que là, c'est une partie de mon livre, dans le livre que je suis en train d'écrire, mais aussi dans le papier qui est en rédaction. J'ai ajouté aussi de informal rigor, donc rigueur informelle des Kreisel. Euh, Aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Je veux juste parler de deux méthodes, donc de méthode carnapienne et de la méthode de Weissman et de l'interprétation de cette méthode par Shapiro.
Donc, ici, c'est une citation de Kaplan pour vous montrer que donc ingénierie conceptuelle, ça vient d'un contexte beaucoup plus large. Kaplan, il veut dire que l'histoire, enfin, il dit que l'histoire de la philosophie peut être vue comme une grande partie, une bataille entre descriptivistes et révisionnistes. Voilà, donc ceux qui font l'ingénierie conceptuelle, enfin, révisionnistes font l'ingénierie conceptuelle. Il y aura là maintenant de projets philosophiques dits amélioratifs. Donc, il y aura encore, c'est pas seulement révisionniste, mais c'est encore une intention ajoutée à cette révision qui est de rendre le langage meilleur. Voilà. Et tout ça, c'est ingénierie conceptuelle. Strawson, dans Individuals, dans l'introduction, il a décrit cette distinction entre métaphysique descriptive et métaphysique révisionnelle. Donc, en bas, ma traduction de l'anglais. La métaphysique descriptive se contente de décrire la structure actuelle de notre pensée sur le monde, tandis que la métaphysique révisionnelle s'attache à produire une meilleure structure. Donc, je crois que maintenant, c'est déjà clair pour vous où est-ce qu'on se trouve, à laquelle tradition on appartient quand on fait une ingénierie conceptuelle. Et je forcément adhère à cette philosophie révisionniste ou révisionnelle parce que je veux parler de concept de décomputation. Well, vous allez voir. Donc là, il y a encore, voilà. Donc là, je déjà parlais de ce projet amélioratif. Ou encore, j'en parle de meaning negotiations, donc de négociation de signification. Il y a beaucoup de philosophes classiques qui sont, enfin, pas classiques dans le sens classique, mais bon, les philosophes qu'on a lus quand on a étudié l'histoire de philosophie, Nietzsche, il est énormément cité comme quelqu'un qui faisait conceptual engineering. Frege, bah, bien sûr, aussi Wittgenstein, travaux de Carnap sur l'explication sont montrés ou sont cités comme la première formulation explicite de qu'est-ce qu'est qu'est-ce que ça veut dire ingénierer ou fabriquer ou améliorer un concept. Et c'est dans le... Bon, je vais encore parler de Carnap, donc je le laisse pour l'instant. Et puis, Williamson, bah, quand il dit que l'intérêt central de la philosophie, donc analytique, c'est le travail sur les concepts, et il l'appelle sa tournant conceptuel. Donc, tout ça, ça construit une base pour cette ingénierie conceptuelle. Alors, plutôt que d'ingénierie conceptuelle, certains chercheurs préfèrent parler de éthique conceptuelle. Et donc, ça, j'exagère un peu parce que c'est vrai que l'éthique, c'était une domaine enfin, en plus de philosophie sociale, mais même là-bas, les concepts éthiques étaient vraiment fortement révisés. Mais bon, ça vient cette observation que chercheurs préféraient de parler d'éthique conceptuelle, ça vient d'un livre de Burgess and Plunkett. Burgess, c'est le fils de Burgess, mathématicien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait maintenant, mais quand il écrivait ce livre, il était postdoc à Stanford. Et donc, je vais vous lire un petit passage. Ben, je vais le lire en anglais, mais je vais essayer de traduire en français en parallèle. Donc, in conceptual ethics refers to a wider concept than the field of moral philosophy. It includes the study of what one should or ought to do,
dually that can permissibly be done, as well as the study of which actions and outcomes are good or bad, better or worse. Donc, ils étendus de la compréhension de qu'est-ce qu'est l'éthique. Donc, c'est pour ça cette éthique conceptuelle. Thus, this use of ethics is not meant to privilege moral political norms in particular, with respect versus, for example, those that we find their central home in epistemology, metaphysics, and aesthetics, etc. So, donc, si vous trouvez quelqu'un parlait d'éthique conceptuelle, bah, c'est là d'où ingénierie conceptuelle tient. Donc voilà, donc je ne vais pas lire tout ce passage-là, mais cette éthique conceptuelle, bah, c'est un projet de créer meilleures institutions politiques. Et gardez ça en tête quand vous pensez d'ingénierie conceptuelle. Pour clore, je pense, cette partie sur l'expression. L'expression, avant de devenir la notion phare de la méthodologie ou d'une méthodologie contemporaine, elle a été utilisée par Blackburn. Et je pense que c'est en Blackburn que l'expression apparaît pour la première fois dans Think. Il se décrit soi-même comme un ingénieur et pas un philosophe. Tout le monde veut être ingénieur aujourd'hui, à part ceux qui veulent faire de la littérature. Mais en philosophie, on voit beaucoup de gens qui ont une prétention, une préférence. Ils veulent que la philosophie soit sérieuse, qu'on nous prie au sérieux, que les gens nous prennent au sérieux. Donc, on a la tendance de parler de cette ingénierie conceptuelle. Parce que qu'est-ce que tu fais la philosophie? Ben, on ne sait pas trop. Ah, mais je fais l'ingénierie conceptuelle, je travaille avec des concepts, bah, c'est tout de suite plus sérieux sur le marché de travail. Et croyez-moi, je gagne de l'argent à côté dans l'industrie et c'est comme ça que je me présente. Je travaille avec des concepts, je écris de manière systématique et analytique. Et si je disais que je suis une philosophe, bah, personne ne m'aurait pris au sérieux. Voilà. Donc voilà, donc ce qu'il dit aussi Blackburn, I would prefer to introduce myself as doing conceptual engineering. For just as an engineer studies the structure of material things, so the philosopher studies the structure of thought. Understanding the structure involves seeing how parts function and how they interconnect. It means knowing that what would happen for better or worse if changes are made. This is what we aim at when we investigate the structures that shape our view of the world. Our concepts of ideas form the mental housing in which we live. We might end up proud of the structures we have built, right? So we are proud of the structure of the engineering we have done. Or we may believe that they need dismounting and starting afresh. But first, we have to know what they are, right? So, donc, Blackburn, il dit, bah voilà, on préfère de parler de choses concrètes. Et notre travail comme philosophe, c'est le travail avec des concepts. C'est comme ça qu'on peut nous présenter au monde. Une autre observation quand ça vient aux ingénieries conceptuelles, c'est que cette ingénierie conceptuelle, elle est plus dans l'esprit de philosophie seconde, donc second philosophy. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez lire le travaux de Penelope Maddy. Où c'est grâce à cette connotation ou cet appel à la philosophie seconde que Brandom il distingue l'analyse conceptuelle d'ingénierie conceptuelle. Parce que il dit que cette dernière, donc ingénierie conceptuelle, elle fait appel aux outils de sciences spéciales, par exemple la théorie d'information, la biologie évolutive, pour décrire abstraitement, mais avec des détails critiquables, comment on pourrait créer une situation dans laquelle un certain état
mériterait d'être caractérisé comme représentativement content. Donc, representationally contentful. Donc, il va avoir le content qui peut représenter dans divers sens importants. Donc, pour Brandon, l'ingénierie conceptuelle s'oppose à l'analyse conceptuelle, où cette analyse conceptuelle est comprise comme basée sur la philosophie première cartésienne. Donc, c'est pareil comme schéma dit, parce que vous ne connaissez pas, je veux juste rapidement dire, la philosophie seconde, elle veut utiliser toutes les ressources qu'on a. On ne veut pas se contraindre à une manipulation purement théorique des concepts sans recours à des références externes. On veut utiliser tout ce qu'on a. On veut aller dans le monde et on veut utiliser tout ça pour faire la philosophie. Donc, c'est pareil avec l'ingénierie conceptuelle. Elle a aussi cette ouverture d'esprit qui permet de ingénierer, donc fabriquer peut-être. C'est un mot que j'ai décidé d'utiliser quand je cherchais un mot français adéquat. Des concepts. C'est pareil chez Capellan et Plunkett. Ils parlent d'ingénierie conceptuelle en termes de deuxième philosophie de Mahdi. L'ingénierie conceptuelle s'appuie, disent-ils, sur des idées issues de la philosophie du langage. Donc ça, c'est la philosophie conceptuelle où on utilise de ressources philosophiques. Ah, désolé, il y avait quelqu'un qui voulait m'appeler. Oh, et je mis en mute. Mais il est parti. Ou elle est partie. Voilà. Donc, ici, on utilise toutes les ressources philosophiques aussi. C'est permis. Ils disent aussi, ils sont de proposants de l'ingénierie conceptuelle. Capellan, surtout, ils pensent que l'ingénierie conceptuelle est intérieure ou plus fondamentale que toutes les autres disciplines philosophiques, parce que la réflexion et l'argumentation dans n'importe quelle partie de la philosophie doivent s'appuyer sur des concepts. Il affirme que l'ingénierie conceptuelle se préoccupe de l'évaluation et de l'amélioration des concepts. Donc, vous pouvez voir ici que c'est aussi un très vieux concept. Hein. C'est une vieille idée de philosophie analytique qu'avant qu'on commence à discuter, à échanger, on doit savoir de quoi on parle. Donc, on va d'abord se donner des définitions ou se donner des explications ou clarifications de mots qu'on utilise afin de pouvoir progresser ensuite. Donc, il y a Capellan et Plunkett, ils essayent de faire un petit peu de formalisation d'ingénierie conceptuelle. Ils veulent qu'il y a d'abord une évaluation des dispositifs de représentation. Après, ils veulent qu'on fasse une réflexion et des propositions sur la manière d'améliorer les dispositifs de représentation et finalement qu'on fasse un effort déployés pour mettre en œuvre les améliorations proposées. Donc, ce point 3, ça montre encore qu'on veut que ça soit utilisé dans la société, dans le monde, que ça soit pour quelque chose, que quand on a trouvé une amélioration, une redéfinition, une réformulation, on veut que ça soit utilisé euh, dans le monde, dans un contexte formel ou dans un contexte informel. Ça dépend sur quoi on a travaillé. Voilà. Donc, encore, ça, je vous ai déjà dit que deux méthodes sur lesquelles je vais me pencher aujourd'hui, c'est la méthode carnapienne d'explication et la méthode de la texture ouverte de Weissman. Donc, on commence par la texture ouverte. Donc, il y a deux raisons que j'ai vues pour s'intéresser à la texture ouverte. Donc, d'abord, Fennell Tanswell, dans un papier, je dirais récent, mais en fait, c'est pas si récent que ça, il compare de manière vraiment très convaincante la texture ouverte à l'ingénierie conceptuelle. Un papier très agréable à lire. Euh, et une autre raison, c'est que Stuart Shapiro, qui travaille sur la texture ouverte de Weizmann, et il utilise la texture ouverte de manière un petit peu, enfin, cette méthode de texture ouverte un peu différente que Weissmann. Je ne veux pas avoir le temps d'aller en détail, mais
il y a des papiers. Enfin, par exemple, Tanswell, il explique bien quelles sont les différences, mais Stuart, il s'intéresse au concept de computation. Selon lui, les concepts de computation tels qu'on a aujourd'hui, euh, il est une texture fermée, c'est-à-dire on sait ce que veut dire computation. C'est pas en termes, vous allez voir tout à l'heure comment on pense de qu'est-ce qu'est une texture ouverte. Euh, pour Stuart Shapiro, les concepts de computation, les concepts de entiers sont aujourd'hui la texture fermée. Donc voilà, je regarde le temps. Elle me dit combien me reste un quart d'heure, un petit peu plus, non? Je t'entends pas, mais je vois ce geste-là. Très bien. Donc la texture, donc je vais aller vite parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais je vais quand même me pencher sur la texture ouverte de Weissman. Elle concerne le langage ordinaire et c'est très important pour moi de faire cette distinction entre langage ordinaire et langage scientifique. Vous allez le voir tout à l'heure. Je parle. Donc, c'est un travail en cours. Ce papier, il était une fois rejeté pour des raisons que je comprends pourquoi. Il était pas mature comme il se doit. Mais là maintenant, dans sa forme courante, je suis beaucoup plus optimiste. Et dans cette analyse de concept de computation, je souligne énormément que le langage ordinaire et le langage scientifique, elles ne se comportent pas forcément de la même manière. Ben, c'est un peu évident pour vous tous, mais on n'en pense pas. Et quand je remarquais aussi en lisant de textes, même de Shapiro lui-même, c'est pas forcément très clair de quel concept de computation le chercheur parle. Ou bien. Euh, mais bon, ça vient. Donc, dans le sens de terme, donc le langage scientifique, et affirme, donc Weissman affirme que les concepts n'ont souvent pas de l'extension déterminée. Le sens de terme change en fonction du contexte. Donc, Weissman parle de l'incomplétude essentielle d'une description empirique. Et c'est le terme empirique qui l'intéresse le plus, aussi bien celle du langage ordinaire. Nous allons voir l'exemple de concept de chat. Mais il y a un autre exemple très exploité qui est l'exemple de or, de métal or. Euh, donc, les utilisateurs de la langue ne peuvent jamais être sûrs que toutes les situations possibles dans lesquelles le terme est utilisé sont couvertes. Donc, regardons à ce concept de chat. Euh, S'il présentait un comportement étrange que l'on ne trouve généralement pas chez les chats, par exemple, si, dans certaines conditions, il pouvait être ramené à la vie, alors que le chat normand ne peuvent pas faire, ne le peuvent pas, devrais-je, dans ce cas, dire que c'est une nouvelle espèce ou, qui est apparue ou qu'il s'agit d'un chat aux propriétés extraordinaires. Donc, il cherche ou il dit que ces objets empiriques, comme un chat, il y a des situations auxquelles on peut penser où cet objet, il va vérifier toutes les propriétés de chat ordinaire, mais par exemple, il va pouvoir se réveiller de la mort. Hein, Schrödinger, c'est mon esprit. Je pense pas, enfin, Weissman, il n'en parle pas. Mais il dit, bah, ça veut dire que chat, expression chat, c'est un concept à la texture ouverte. Parce qu'il y a des situations où on ne saura pas si c'est toujours un chat ou pas un chat. Donc, il conclut, Weissman, que s'il existe un objet dont on ne sait pas s'il révèle ou non de son champ d'application, donc c'est un concept ouvert. Et donc, il applique cette méthode de la texture ouverte au terme empirique, certaines qui vient de langue naturelle aussi, mais le contre-exemple qu'il va donner pour dire, bah, il y a le concept dans le langage qui ne sont pas à texture ouverte,
euh, il va prendre les concepts mathématiques. Donc, son exemple clé, c'est l'hypothèse de Goldbach. Euh, il dit que ouais, il n'y a aucun problème qu'on ne peut pas la prouver. Ça n'enlève rien à la texture fermée des concepts mathématiques. Si la possibilité, toujours présente, d'émergence de quelque chose de nouveau n'existait pas, il ne pourrait rien y avoir de tel que la texture ouverte des concepts. Voilà. Donc, si on a un concept mathématique, il va avoir la texture fermée. Et je pense que j'entends un bruit chez quelqu'un qui n'a pas arrêté son. Ouais, Oui, merci. oui, désolé, j'ai Oui, oui, non, désactivé mais cette c'est fois. fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est bon. Très bien. Donc, Tanswell, je vous envoie son papier parce qu'il est vraiment très clairement écrit. Tanswell, il décide, enfin, il veut regarder le concept qui vient de la théorie des ensembles. Euh, et il veut montrer comment ingénierie conceptuelle a été et est utilisée pour ce concept. Il se réfère à Lakatosh, selon qui les concepts mathématiques sont sujets d'affinement et au développement. Donc ça, je vous laisse regarder à un autre temps, parce que sinon, je ne peux pas avoir le Mm. temps de terminer. Voilà, de terminer. Donc, pareil, Shapiro, lui, il est très ouvert à l'idée que le concept de mathématiques, il se développe. Euh, c'est un peu à la manière de Kreisel, mais pas tout à fait. Chez Shapiro, ces concepts, enfin, c'est comme ça que je le comprends. Ce concept, euh, enfin, la texture se ferme en discussion peut-être implicite et par par la recherche de la communauté qui nous amène à une compréhension plus explicite de certains termes mathématiques, de certains concepts mathématiques. Le même parcours feront de spécialistes chez Kreisel qui parlent de informal rigor, de rigueur informelle. Chez Kreisel, ce parcours, il est plus formalisé, je dirais. Les manières dans lesquelles on peut faire de raisonnement, même dans le domaine de concepts quotidiens, donc concepts informels, ils sont beaucoup plus rigides et beaucoup plus définis. Voilà. Euh, donc là, je vais passer au concept carnapien. Je vais un peu speeder parce que Oui. sinon il n'y aura pas de temps. Mais il faut aller jusqu'au Mais bout. ouais, ouais, non, mais bien Il faut, sûr, Hamdi, c'est c'est, juste voilà. que je pense que je suis Mm. dans le temps. C'est juste que Oui, oui, je absolument. décidais de couper sur la dernière partie en pensant que peut-être elle est la plus technique, mais peut-être ça vaut la peine d'en parler un petit peu plus, mais on verra. Mais en tout cas, les explications carnapiennes, ma méthode favorite, je suis arrivée à faire les explications carnapiennes quand j'étais vraiment fatiguée par la tapella euh, euh, taper le mur avec ma tête Mm. intellectuelle, avec l'analyse conceptuelle, et les concepts de computation, et les concepts d'entier naturel, et tous ces cercles vicieux, et ce retour à la base, et toutes ces discussions, est-ce qu'on est sur le côté formel ou est-ce qu'on est sur le côté informel? Ça a été vraiment pénible. Ma thèse, elle m'a amené là. Après mon premier postdoc, donc postdoc à Lund,
juste après la thèse, ça a été aussi enfin, c'était dans le cadre de mathématiques très formelles et analyse conceptuelle. En prof ici à Londres, il m'a dit, Eric Olson, il m'a dit, mais pourquoi tu ne penses pas que explication carnapienne, c'est quelque chose qui va marcher tout seul. Regarde, si tu regardes à la thèse de Church, tu as une transformation d'un concept intuitif dans un concept formel. Et c'est exactement ce qu'il voulait faire, Carnap. Donc ici, j'ai une cotation, enfin une citation de Carnap que j'ai gardée en anglais. Elle était en allemand, mais bon, mon allemand, il est vraiment de base. So to illustrate this, to illustrate ce procès de explication, pensons en pocket knife. Donc, imaginez en opinel, non, pas en opinel, plutôt en couteau suisse. Imaginez un couteau suisse. C'est extrêmement utile dans le many ordinary situations, dans plusieurs situations ordinaires, quotidiennes, et euh, ça nous sert pour tout, hein. On coupe, on gratte, on se fait des ongles, on peut faire tout avec un couteau suisse. Tandis si on veut faire des choses un petit peu plus précises ou un petit peu plus élaborées, sophistiquées, bah, c'est pas un couteau suisse. Un couteau suisse is useless in a more specific context requiring a higher degree of precision. Even though the blade of a pocket knife can cut simple forms in wood, it will not be helpful when cutting a complex wooden form in oak. Donc, vous n'allez pas faire de formes très élaborées en bois avec un couteau suisse. A stainless steel laser woodcutter with a microfence would be much more useful. C'est ça l'idée de explication carnapienne. On garde, d'un côté, on a un concept quotidien, on l'utilise pour tout. C'est un peu comme Andy a dit, bah, ça couvre plein de choses. Mais après, quand on veut aller vers le langage de science, et Carnap, bah, il était intéressé dans le langage de science. Il voulait introduire nouveaux concepts dans le langage de science. Et ça, c'était son objectif. Bah, on veut d'abord réfléchir quelle signification ou quelle utilisation de notre couteau suisse on en a besoin. On regarde dans notre théorie à laquelle on veut introduire le concept des computations, bah, l'utilisation de ce couteau suisse. Et on y introduit, en utilisant le langage de cette théorie, mais on garde notre couteau suisse. Ça veut dire il va toujours nous servir. Si on va dans la forêt, on ne va pas ramener notre woodcutter. On ne va pas le prendre là-bas. Hein. On va prendre juste le couteau suisse ou même juste en opinel. Voilà. Donc, cette explication carnapienne, je vous ai dit qu'elle était vraiment très formalisée. Donc, on a deux étapes. On a la clarification de explicandum et la spécification de explicatum. Si ça vous intéresse, Carnap présente cette méthode dans son livre sur la philosophie des probabilités dans 1950. Et au lieu euh, d'être vraiment strict en ce qui concerne cette explication carnapienne, on va pas, il ne nous dit pas de la évaluer dans le terme de bien ou mal. On va pas dire, ah, ça c'est une bonne explication, non, ça c'est une mauvaise. On va regarder le contexte dans lequel elle est utilisée, dans lequel elle est formalisée, et Carnap nous propose 4 exigences générales qui non seulement nous permettent d'évaluer l'adéquation de l'explicandum, donc on va plutôt parler d'une explication adéquate, plutôt de vraie, d'explication vraie. Elle aussi nous permet de
comparer différentes explications à laquelle on peut arriver. Donc, par exemple, il va pouvoir, enfin, juste pour revenir à cette idée de couteau suisse, bah, il va nous permettre de comparer deux machines qui coupent deux ornements. Euh, donc, c'est adequacy criteria, there is similarity, exactness, fruitfulness and simplicity. Probablement, le plus important est celle, donc fruitfulness, ça veut dire que cet explicatum, donc notre nouveau terme dans le langage de science, il devrait nous permettre de formuler de lois universelles. Et je vais m'arrêter là. Je vous envoie dans ce papier, enfin, ce papier, à l'introduction du livre de Carnap. C'est vraiment bien expliqué là-bas. Euh, et je vais passer par tout ça parce que sinon, je vais jamais terminer. Surtout que donc ce slide, il est important pour moi parce qu'il me ramène des retours au concept formel. Oh, quels sont les points fixes conceptuels? Donc, points fixes conceptuels, ce sont de concepts qui ne peuvent pas faire l'objet d'une ingénierie. Donc, on peut observer que dans le langage, certains concepts doivent être maintenus en tant que points fixes afin de préserver la structure conceptuelle prévue du cadre auquel ils appartiennent. Soit ils sont, souvent grâce à leurs propriétés formelles, des points fixes naturels, parce que, indépendamment du cadre, elles jouent toujours le même rôle dans les relations avec d'autres concepts. Donc, elle était formulée, encore une fois, dans les contextes éthiques. C'est pour ça que je passais autant de temps à vous introduire qu'est-ce qu'est une ingénierie conceptuelle pour que vous compreniez bien où est-ce qu'on se trouve. Et je insistais sur cette éthique comme les points de départ, comme l'endroit où la plupart des idées est née. Donc, par exemple, l'exemple clé ou l'exemple phare est suivant. Donc, on dit que des propositions, quand il est mal de s'engager dans l'abattage réactif donc qu'on génère, euh, on voit bien que ça doit appartenir à chaque système moral, indépendamment d'autres principes qu'on veut dans ce système moral avoir. Donc ça, on est tous d'accord, c'est un point fixe. Il est mal de s'engager dans l'abattage réactif donc en génère. Ça, on n'a pas de doute. Si cette phrase, disent Cohen et Schaffer-Lando, si ce principe n'est pas dans un système normatif, c'est pas un système moral. C'est juste un système normatif, mais c'est pas un système moral. Euh, dans un papier de 2015, il applique l'idée ou le concept de point fixe conceptuel au concept formel tel que vérité, l'existence ou quantificateur. Euh, c'est pas donc là encore c'est une remarque plus historique que c'est pas nouveau. Il y a l'idée que certains concepts ne peuvent pas être fabriqués ou engineered revient régulièrement dans la pensée philosophique. Si vous voulez, on en parle après. Euh, euh, encore ici, euh, ce travail, euh, ce travail sur le concept formel a été le plus développé dans le contexte éthique, où on a élaboré le concept de out, devoir. Euh, et voilà, donc ça, c'est là, il y aura une expression qui est vraiment très importante pour moi. Voilà, c'est là. Donc, Eklund, donc, il discute tous ces concepts formels, enfin, tous ces concepts formels que je mentionnais. Il introduit et il parle du concept de vérité, entre autres, et il dit
une chose qui est vraiment importante pour comment penser à concept, à ce point fixe conceptuel. Les gens s'intéressent à la vérité et non au concept élaboré de toutes pièces trouve, donc vérité avec une étoile. Si on veut, si on s'intéresse à quantification, on s'intéresse à la quantification telle qu'on la connaît sur les entiers, etc. On s'intéresse pas à une élaborée version fabriquée et artificielle. Donc, c'est ce qui nous montre quels sont les points fixes conceptuels. Voilà ce qu'il dit. One cannot, so to speak, selectively engineer quantifier. Il dit que si on veut faire quelque chose avec le concept de quantificateur, on va aussi changer plein d'autres concepts qui sont autour pour que le système, soit cohérent. Donc, ce concept de quantifier, il est en point fixe naturel parce que le changement de sa signification va changer la signification de termes autour, de termes voisins. Donc voilà, donc moi je veux élargir cette perspective de l'ingénierie conceptuelle au concept de computation et je prétends que le concept de computation est un point fixe naturel. Donc je pense que j'utilisais mon temps et je ne suis pas certaine à quel point c'est intéressant pour vous tous de parler de mes arguments pourquoi le concept de computation est un point fixe. Parce que c'est assez technique. Je sais qu'il y a parmi nous des gens qui sont techniquement beaucoup plus habiles que moi, mais je voulais pas perdre le reste du public. Je veux juste mentionner que la thèse de Church-Turing, si vous en pensez de qu'est-ce que c'est, donc vous pensez en concept intuitif de computation. Donc on a un concept, on sait qu'est-ce que ça veut dire, computer, calculer. Et ça aussi, ça a été un domaine au concept de réflexion de chercheurs dans les années 30. Et Alonzo Church et Alan Turing, ils ont formulé une thèse. Après eux, il y avait plusieurs d'autres thèses qui ont été formulées, mais ces deux-là, elles sont la plus épandues. La thèse de Church de Turing, elle dit que si on peut calculer quelque chose, alors, selon Church, euh, il y aura une fonction sur les entiers naturels, une fonction dite récursive, qui nous permettra de calculer ce qu'on imagine, ce qu'on pense qui est faisable. Turing, il a utilisé les concepts d'une machine de Turing, qui était un modèle formel de comment manipuler les 0 et 1 ou stroke en bâton et rien, de telle manière à calculer les fonctions, donc finalement aussi sur les entiers naturels. Et donc, c'est ce concept de computation, parce que Amdi, tu as bien mentionné qu'il y a enfin, quand on utilise ce concept de computation pour couvrir de différents concepts, ou on l'utilise dans de différents concepts, oui, je suis d'accord. Je pense que peut-être on pense de choses différentes, et bon, ça peut être bon début de discussion. Oui, ça. Donc ici, je vais être très spécifique. Mon concept de computation auquel je me réfère, c'est le concept tel qu'elle est présenté dans des recherches de pères fondateurs dans les années 30. Je pourrais en dire plus, mais je voulais trouver en voilà. Donc voilà, mes idées, donc ça c'est des arguments que je ne veux pas vous présenter parce que ça aurait pris une heure tout seul. Et puis je pensais que Oui, mais présenter ingénierie conceptuelle et l'idée de point fixe conceptuel
était plus important pour le public que j'attendais. Mais je vais garder ce slide si on veut aller dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je suis prête à C'est moi, questions. Paola, qui te remercie parce que c'est vraiment un exposé très riche il a plusieurs aspects. Ça peut vraiment intéresser le philosophe, bien sûr l'épistémologue, mais aussi celui qui voudrait bien sûr revenir sur les concepts fondamentaux des mathématiques et c'est un petit peu d'ouvrir un petit peu le langage lui-même ou le discours mathématique sur ses figures ou ses multiples usages dans d'autres domaines. Je pense que c'était une conférence très intéressante qui pose beaucoup de choses, beaucoup de questions. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions, mais je vais commencer à donner la parole à la salle, voir s'il y a des questions, tout d'abord. Mais c'est vrai que, par exemple, tu as essayé de donner une extension pas trop spécialisée ou centrée sur les mathématiques ou l'arithmétique ou l'algorithmique, etc., de ces concepts à la fois de computation et de points fixes. C'est parce que c'est vraiment, quand on regarde, peut-être ils ont un sens qui est bien assez spécialisé dans le domaine des mathématiques, mais au contraire, ton exposé ce soir a le mérite d'ouvrir ces concepts de computation et de points fixes vers peut-être des espaces beaucoup plus, je dirais, humains et qui peuvent un petit peu faire dialoguer la philosophie avec d'autres aspects, surtout des aspects de la vie sociale et des sciences sociales. Donc ça, c'est vraiment ton Bon, exposé à le je veux mérite juste de faire une ça. remarque. Oui. C'est-à-dire, donc, le concept de point fixe, oui, mais en fait, il est juste. Donc, le concept qui m'intéresse, c'est le concept de computation, le concept d'antinaturel. Je m'intéresse à d'autres concepts aussi, mais ces deux-là, c'est, disons, le centre de ma Mhm. recherche. Quand on parle de point fixe, c'est une partie de méthodologie. C'est une partie de méthodologie ingénierie, conceptual engineering qui nous permet de dire, bah, très bien, vous avez plein de concepts, mais vraiment plein de concepts que vous ingénierez, que vous élaborez, vous adaptez à la situation, mais pas tous les concepts peuvent être fabriqués. Pas tous les concepts peuvent changer. Donc, on a de points fixes, on a de choses qui ne peuvent pas changer euh, pour qu'on garde notre langage, euh, jouer le rôle euh, qu'on attend de lui. Je sais pas si c'est Oui. clair, mais si on veut communiquer, bah, on peut pas vraiment nous perdre complètement. Parce que dans ce cas-là, bah, il y aura de malcompréhension, le langage, il va pas être informatif ou je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à qu'est-ce que le langage ferait pas, mais mais il y a juste de points fixes. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Euh, Non, je perds du tout le monde. Non, 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 mais peut-être il y a le question de décalage horaire entre Paris et Tunis. Le fait qu'il y a une heure, peut-être il y a des universitaires, des doctorants qui viennent de se connecter aussi, qui peut-être étaient un petit peu en confusion avec ça, ce point. Mais vraiment, je te remercie, Paola, vraiment, c'était très intéressant. Et ça donne vraiment, ça, comme tu l'as dit, ça présuppose une grande littérature qui commence avec la philosophie analytique et qui continue encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ton exposé nous a permis autour de ce concept de computation de rassembler un certain nombre, un grand nombre, je veux dire, de thèmes de recherche qui vont de la calculabilité, des machines de Turing, jusqu'à un petit peu à d'autres thèmes encore. Euh, alors, j'ai aimé enfin, le fait que finalement, ton intention, c'est un petit peu d'insister sur l'aspect social ou de communication ou de culture
qui doit rester important et présent derrière les activités scientifiques. Donc, à la fois, il faut que la science se donne le moyen, à côté de son langage un peu spécialisé, de développer peut-être des techniques ou des stratégies de communication qui ne coupent pas avec le langage ordinaire, avec la vision ordinaire. C'est un peu ce que on apprend, par exemple, de Quine quand il dit la science, un peu en quelque sorte, continue toujours. Ouais, c'est le grand logicien, comme tu connais, continue quand même la vision un peu ordinaire. Il ne faut pas qu'on développe une science entièrement coupée de la vision ordinaire ou du langage ordinaire. Donc toi, je pense l'atout de ton exposé ce soir, c'est que tu as quand même, tu refuses de mettre une distance ou un fossé entre le langage technique des mathématiques, de la science, et le langage ordinaire, le formel, l'informel. Donc ta démarche, c'était un peu un peu qui cherche un petit peu à ouvrir toujours le dialogue, les possibilités de communication entre à la fois les aspects linguistiques, techniques et les aspects qui sont liés à la vie sociale et à la vie de la communauté, de la communauté humaine. Oui, je n'ai pas pensé à Quine, mais tu es un spécialiste de Quine et moi, je ne suis pas vraiment. Oui, Mais mais c'est une j'ai très bonne... immédiatement Non, pensé à mais ça. ouais, non, mais c'est une très bonne observation. Je pense que ce qui me... Là maintenant, donc j'ai améliore ce projet, j'ai améliore ce papier sur le point fixe conceptuel, je décidais que je vais vraiment faire un exposé. Quand je te proposais cet exposé, je te dis que je vais parler de méthodologie, que je vais parler de méthodologie qu'on puisse utiliser en mathématiques pour clarifier, pour faire un lien entre le langage quotidien et le langage formel ou le langage scientifique et que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui le plus. Et donc, comme je vous ai dit, au bout d'un moment, dans ma recherche, je fais beaucoup d'analyses conceptuelles et cette analyse conceptuelle, pour moi, elle est du côté formel. C'est-à-dire que la recherche, la recherche, tiens, il y a une question là. Oh, c'est pas une langue que je peux lire. Oui, c'est l'arabe. Non, c'est juste, il dit que j'ai du mal à vous entendre. Donc, il a un problème, je pense, de son. Mohamed, tu as peut-être un problème audio avec la conférence? Ouais. Mais tu m'entends bien, elle me dit. Oui, 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 tout à fait. C'était pas justement une question D'accord. liée à ton exposé. C'est juste une D'accord. remarque un peu Ah, mais l'organisation. c'est Euh, vraiment triste. euh, Ça, c'est mon sujet favori. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui aimerait bien me oui, demander plus, ou j'espère bientôt terminer le papier, donc je peux l'envoyer aussi oui, bien en sûr. préprint. Et je te Euh, tiendrai au courant des retours hein, sur la conférence, oui, c'est-à-dire bien toutes les sûr, bien sûr. questions, soit dans le chat ou Je plus serais tard. ravie. D'accord. Ouais, aucun problème. Non, mais ce que je voulais dire, que je pense que c'est vraiment important. Donc, ce que j'essaye de voir, ce que j'essaye de voir avant de terminer ce papier qui est bon, bien avancé, beaucoup mieux de ce qui était, euh, oui, Au départ. avant. Non, quand il a été rejeté, tu vois, on a Oui. de rejections. On est dans C'est le une bonne business des nouvelle, ça, rejections. c'est une bonne nouvelle. Ça Oh, veut dire qu'il a été je sais. lu et Non, non, corrigé, mais tout ça. C'est une voilà, bonne. moi, ça me dérange pas. Je veux dire, je choisis ma carrière. Je savais à quoi je m'inscris. Donc, là maintenant, la dernière chose que je veux clarifier et qui est vraiment important pour moi, c'est j'aimerais bien voir clairement, est-ce qu'une méthodologie, est-ce qu'elle s'intéresse plutôt en langage informel ou est-ce qu'elle s'intéresse au langage formel? Si open texture, donc la texture ouverte de Weissman ou de Stuart Shapiro, elle s'intéresse plutôt euh, au langage informel, quel est le lien final avec le langage formel? Donc chez Carnap, c'est clair. Il le définit, il en parle, il dit ma méthode, c'est de transformer en concept naturel en concept quotidien, très scientifique,
Mhm. en concept scientifique. Il le dit, il l'écrit. C'est ça ce que je veux dire. C'est le transformer à ça. Donc, Kreisel, avec son informal rigor, il dit enfin, c'était pas Carnap lui-même, c'était Bar Hillel qui était dans la discussion avec Kreisel, où il comparait la méthode de Carnap à la méthode de Kreisel. Et Kreisel disait non, 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 mais pas du tout, parce que Carnap, bah, il abandonne son concept intuitif. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je m'intéresse au concept intuitif, mais des mathématiciens. Voilà, donc Mhm. là, on a un groupe de mathématiciens, de grosses têtes, gens super bien éduqués, qui Oui, discutent sur un concept mathématique, mais toujours dans un contexte informel. tout à fait. Donc, Intuitionniste, comment, on peut dire. Intuitionniste. ça, c'est encore une autre histoire. Mais oui, mais tout ça, non, mais bien sûr, mais moi, je pense que ça revient dans des discussions chez Quine aussi. Il dit Oui. que il y a une continuation. Absolument. Donc voilà. Donc, merci, Amdi, pour cette remarque. Je pas de Non. réponse quitte Oui, yet mais encore, c'est mais je toujours pense que c'est une question. Ouais. le côté positiviste, logique de Carnap qui se réveille de temps à autre aussi. Il y a ça. Le fait toujours de garder, c'est-à-dire de garder une vision ou une conception du langage orientée vers le réel, et Mm. vers les choses un peu vers le concret, plutôt que vers des choses abstraites. Euh, c'est une façon, une stratégie de faire toujours, de se méfier du discours métaphysique, etc., qui a introduit des entités un peu douteuses, tout ça. C'est peut-être ce côté-là. Mais bon. Ça, c'est encore une autre question. Mais tout ça, Oui. ouais, voilà, mais tout ça, ça nous ramène, comme je te le promis, à la philosophie du langage. Oui. Parce que c'est exactement ce qu'on fait. On travaille avec un langage mathématique. Bah, bien sûr, tout le monde a, voilà. Il a resté là, mon concept de calcul. Désolée. Mais oui, bah, Juste, le concept de Paola, une question, c'est-à-dire quand on entend les dis-moi. philosophes de façon générale, les continentaux aussi bien que les philosophes du langage, ordinaires ou scientifiques, etc., parler de concepts, c'est-à-dire dire que la philosophie, c'est un travail sur des concepts. Deleuze, c'est très connu, il dit la philosophie, c'est la création ou la construction de concepts. Mais comment on peut, par exemple, discerner entre deux constructions de concepts, c'est-à-dire une démarche qui se fait un peu aux données de la science, et une autre démarche qui un peu reste un petit peu sceptique par rapport à la science et veut développer une forme de pensée qui est beaucoup plus philosophique, ou une connaissance qui strictement philosophique, qui n'hésite pas un peu à s'opposer au mode de pensée scientifique par les procédés de la logique et des mathématiques. Donc, et finalement, peut-être le fait de dire la philosophie travail, c'est un travail sur les concepts, on a besoin de clarifier cette notion de concept, ce que font d'ailleurs les philosophes du langage. Est-ce que pour toi, le concept, c'est quoi? C'est finalement lié au langage ou bien c'est lié à des Ouais. représentations mentales? Par exemple, le concept, c'est quelque chose qui relève pas tout à fait du langage. C'est vrai que ça travaille avec le langage, ça vient après ou avec le langage, mais c'est quand même quelque chose qui renvoie à un monde mental. Est-ce que le concept, comment tu utilises? Est-ce que c'est... Ouais, donc moi je fais pas beaucoup je ne fais pas beaucoup de références philosophiques quand je travaille avec le concept de concept. Hmm. Je ne fais pas enfin, j'ai pas fait beaucoup de lectures et je ne suis pas je connais pas énormément de la littérature dévouée au concept tel quel. Peut-être c'est un endroit où je devrais m'aventurer et où j'aimerais bien m'aventurer, mais bon, je ne peux pas tout faire. Donc, ce parti-là, je l'ai laissé un peu naïf. C'est-à-dire que le concept d'entier naturel, bon, donc le concept que j'utilisais, enfin, que je étudiais aussi beaucoup que le concept de computation, la seule chose que je fais ou que je fais avec ce concept, c'est de Hmm. distinguer que les entiers, bah,
tu as les objets abstraits et tu as les inscriptions qui le signifient. Donc ça, c'est le plus élaboré dans ma réflexion. Bien sûr, on peut trouver de conceptions beaucoup plus complexes. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la cognition euh, dans le sens de cognition des enfants, de comment les enfants ils apprennent le concept, comment les enfants ils apprennent le concept d'antinaturel, par exemple. Quelles sont les informations qu'il prend, qu'il observe, ou plutôt sur lesquelles il se base, afin de concepts d'antinaturel de émerger euh, dans la cognition des enfants. Donc ça encore, c'est un concept qui est quasiment un objet, parce on imagine que c'est quelque part dans notre cognition, quoi que ce soit qui est créé. Je suis influencée par NetBlock et toutes ces object files. Euh, mais encore, j'ai pas de réflexion philosophique plus avancée que ça. Je travaille aussi dans le conceptual spaces, dans les espaces conceptuels avec Peter Jardenfors, ici à Lund. Et cette question que tu viens de poser, elle revient dans ce contexte-là où on me dit, bah, bon, d'accord, mais qu'est-ce que sont les concepts que Peter, il étudie? Qu'est-ce que c'est de point de vue philosophique? Donc, oui, un jour, peut-être, je dois rencontrer, enfin, je vais chercher quelqu'un qui va m'expliquer tout ça et me dire quoi lire parce que Oui, j'utilise en utile. Et bien sûr d'accord. que Pragmatisme. Oui. Le pragmatisme, comment, comment on utilise les concepts plus que. oui, voilà, C'est vrai comment, qu'aujourd'hui, la philosophie du langage, avec Rekanati, par exemple, est devenue étroitement liée à la philosophie de l'esprit. Donc, on essaie à la fois, déjà, lui, il distingue plusieurs univers, l'univers mental, qui est un mystère, enfin, ça reste un mystère, et puis le langage. Il ne faut pas, comme souvent le font les philosophes analytiques, confondre entre pensée et langage. Enfin, on pense, c'est vrai, on pense, mais c'est un univers qu'il faut pas épuiser, enfin, en quelque sorte, dans nos manières ou nos capacités de parler ou de formuler, hein, dans un langage que ce soit technique, mathématique, logique ou informel, hein. Euh, euh, je ne veux pas trop t'embêter par des questions qui relèvent de la philosophie de l'esprit. En tout cas, je te non, mais remercie. vas-y, c'est intéressant pour moi. Peut-être pas Non, pour tout le monde, mais mais ça, c'est ce qui m'intéresse, oui, bien sûr. je regarde s'il y a dans la salle des questions, s'il y a Mohamed, Fatma, si Monsieur Abdelrazak Sayadi, s'il y a d'autres questions. Et je te remercie. D'ailleurs, tu as dit des choses, des phrases que j'ai notées, créer de meilleures institutions politiques, c'est-à-dire, c'est vrai que notre façon de réformer, enfin, notre façon de faire de la philosophie ou de penser philosophiquement peut nous aider à améliorer un peu notre façon d'organiser nos institutions à la fois sociales, politiques, et ça, je trouve très important. Et, euh, Mm. et je pense que cette forme de pensée philosophique qui se base sur des concepts comme le calcul, la computation, bien sûr, il ne faut pas les mélanger, peuvent nous donner Oui. accès à vraiment à une autre vision des cultures, de nous-mêmes, de nos institutions politiques, et c'est un petit peu de les améliorer éthiquement. Et j'ai apprécié beaucoup cette dimension éthique que tu as donnée à ton exposé, parce que vraiment éthique, même au sens de Anne-François Schmitt, qui associe éthique et épistémologie, et qui est vraiment, trouve que l'épistémologie ne va pas sans vraiment une éthique, éthique et pas au sens moral, comme tu l'as bien dit. Je te Mm. Il y remercie. a une Donc, question. Il y a une question. Il y a une question. Je vais la lire. Bah, merci de l'avoir posée. peut-être par écrit. Donc, Peut-être au par niveau écrit. formel scientifique, c'est Mustapha Erbic. Oui. Pardon si je ne prononce pas bien votre nom de famille. Au niveau formel et scientifique, c'est bonne cette méthode computationnelle. Mais en philosophie,
est-ce qu'elle ne va pas tuer la pensée, la computation? Donc, je ne sais pas si, enfin, ma première réflexion ou ma première pensée qui vient, c'est tous ces débats qu'on a autour de AI et de IA, intelligence artificielle, et tout ce monde digital qui est le nôtre aujourd'hui. Enfin, même là, on se voit pas, on n'est pas en à côté de l'autre, on boit pas du thé ensemble. On est dans une situation qui est médiée par le biais de computation. Donc ça, moi, je suis optimiste. Enfin, une partie de ma réflexion philosophique, de papier que j'écris, elles sont sur à quel point les êtres humains, ils sont importants pour que l'avancement dans les nouvelles technologies est possible. Donc, un peu critique ce que je fais d'une idée que Skynet de Terminateur, quoi, il va prendre contrôle sur nous et ça va détruire l'humanité. Donc moi, je ne pense pas que ça se passe sans humains qui sont engagés dans ce processus. Donc peut-être la technologie va aider les humains, mais c'est les humains qui vont détruire d'autres humains. C'est pas forcément l'intelligence artificielle qui va le faire. Et je suis aussi très attentif à tout ce qui est, parce que vous demandez cette pensée, donc je comprends la pensée humaine. Donc, on voit ce phénomène de large language models, de ce LLM, de ChatGPT et euh, d'autres intelligences artificielles qui permettent les humains de ne pas utiliser la pensée, de générer euh, les images ou le texte ou je ne sais pas, la musique ou les œuvres d'art euh, qui ne sont pas vraiment une création humaine, mais qui sont une espèce de statistiquement choisi euh, texte, image ou musique. Euh, Moi, je pense que petit à petit, notre culture, elle soit inondée par ce genre par ce genre je- j'ai le mot création qui vient à l'esprit, mais c'est pas des créations, des artefacts. Ouais, D'artifice. voilà. Oui, de choses qui n'ont aucune valeur, à vrai dire, esthétique. Et ça m'attriste. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'autre, ou que c'est quelque chose différent de ce qu'on a déjà vu avant. C'est-à-dire que de mauvais romans, ils y sont. Des images pas beaux, automatiques, bien que nous, on dessine de manière automatique, ou ça a été créé par l'ordinateur, ou ça a été, je ne sais pas, il y avait une photographe, enfin, un photographe, ou quelqu'un a pris une photo et il n'est pas un bon photographe, et après il envoie ça dans les médias, enfin, ou peu importe où, dans médias sociaux ou ailleurs. On en a énormément de ce genre d'activité humaine déjà. Et ça a été toujours là. Donc là, il y a la globalisation, c'est beaucoup plus facile de se montrer au monde entier. Oui, ça oui, mais je pense pas que ça soit dû au fait qu'une partie des images soit dévouée de pensée, c'est-à-dire a été créée de manière automatique, sans pensée, sans une réflexion derrière. Et je pense que malheureusement, l'unique chose qui peut arriver, c'est qu'on aura de distinctions sociales de plus en plus grandes.
Parce que moi, je pense pas que mon cercle des amis, on sait si on voit quelque chose de beau. On sait quand on a lu un bon livre, on va se dire, ah, vas-y, lis-le, c'est génial. Et ça me dérange pas, vraiment, ça me dérange pas si l'auteur a utilisé ChatGPT en tool comme en utile. Si ça a été fait avec donc la pensée. Euh, ça me dérangerait pas si c'est quelque chose qui m'amène quelque chose, qui me donne quelque chose, qui me montre quelque chose sur moi ou sur le monde. Je veux dire, tout est possible. Moi, j'ai pas peur. Par contre, c'est vrai que le nombre des images moches qui, Domine. qui est produit est extraordinaire. Mais bon, ça a toujours été là. Ça a toujours été là, juste dans d'autres formes. Donc non, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. Personnellement, j'ai pas peur. Je veux juste éduquer mes enfants, mes étudiants, parler aux mes amis, euh, cultiver la culture pour que ça survit. Et bon, bah, c'est que les humains ont fait avant nous et que les humains après nous, ils vont faire aussi. Je n'ai pas peur. Ça ne me fait pas peur. Voilà. J'espère que ça Je suis a tout à fait, répondu je à suis votre question. tout à fait d'accord, moi, personnellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je te remercie, Paola, pour l'effort que tu as fait pour exprimer tes idées, ta recherche en français. Je pense que si tu étais en suédois, ou peut-être tu aurais été beaucoup plus à l'aise, comme nous, peut-être en Oh, arabe, mais j'espère que j'étais à l'aise en mais je français. pense que Ne c'était un dis pas de choses exercice. pareilles Non, parce que c'était là, ça me intéressant fait pour toi. penser là, ça me fait penser que mon français, il n'était pas suffisant. Non, mais Non, c'est pas du vrai que je tout. Ça, parle pas français. je ne voulais pas dire ça, Je au parle pas contraire. français je fais pas des exposés en français trop souvent. Je les fais parfois, mais pas très souvent. Mais c'était Parce un que non, plaisir. parce que je t'ai entendu parler en anglais et voilà, tu étais beaucoup Bah, en anglais, j'en parle plus à chaque l'aise. jour. À l'aise. Donc oui, Donc tout à fait. voilà, malheureusement, je suis obligé d'arrêter cette Ouais. belle conversation. Espérons qu'un jour tu reviendras nous parler de l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment un sujet qui est à la fois d'actualité et qui est très intéressant, qui pose un certain nombre de problèmes philosophiques, éthiques, etc. Et donc, je remercie tous les invités, tous les auditeurs qui ont pris la peine ce soir de venir écouter Paola et assister à cette activité qui va continuer, bien sûr, le 13 mai. On aura Bruno Leclerc. Tu connais Paola Kinon. Bruno Leclerc, c'est un Belge qui, euh, qui disciple de Paul Gaucher, qui Ah, était Paul disciple Gaucher. Ah oui, de ça Paul c'est Gaucher. Paul, je l'ai connu, oui. Paul Gaucher. Donc, il viendra nous parler le 13 mai de l'externalisme sémantique. Donc, on verra de quoi il s'agit exactement. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très, très bientôt, le 13 mai. Comptez sur moi pour vous inviter des invitations. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Merci à tous qui sont venus et n'hésitez pas à me contacter. Amdi, il connaît mes coordonnées, donc n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de parler de computation. Non, je rigole, Merci. d'autres sujets aussi. Merci Merci beaucoup beaucoup. Au pour revoir. tout. Merci.